Alors bonjour et salam alaikum. Donc la dernière fois, on était arrêté dans ce point. Donc, euh, donc il consiste au concept des organisations. Alors, c'est quoi une organisation en fait? Donc une organisation, c'est tout simplement, on veut faire une définition. Donc une organisation, c'est comme un groupe de personnes qui travaillent ensemble pour atteindre un but. Ça veut dire, si je parle d'organisation, pas forcément je parle d'entreprise. Alors, si je parle d'une organisation, donc une organisation, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Donc, cela peut être une entreprise, une école, une association, etc. Ça veut dire une organisation peut être soit une entreprise, soit une association, etc. En tout cas, c'est un regroupement de personnes pour faire un travail. Donc, ce qui fait qu'on parle d'une organisation, c'est-à-dire il y a une structure, c'est-à-dire que chacun a un rôle, une place, une responsabilité, etc. Ça veut dire que les travailleurs sont organisés sous forme d'une hiérarchie. Nous avons aussi, donc, en plus de personnes, des travailleurs de but, nous avons aussi ce qu'on appelle les objectifs. C'est-à-dire que, quels sont les objectifs de votre organisation? Donc, euh, elle est là pour produire un produit, pour aider, pour vendre, pour servir, etc. Donc, une organisation, on doit avoir un objectif. Alors, l'organisation utilise des ressources qui sont des personnes, de l'argent, du matériel ainsi que de l'information. Donc, elle fonctionne grâce à des processus, c'est-à-dire une manière organisée de faire les choses. Donc, on doit organiser un processus pour faire un but ou là pour réaliser un travail. Alors, une organisation, c'est quoi? C'est une équation, si vous voulez, ou bien c'est un regroupement de personnes, ressources, règles et objectifs communs. Alors, pour l'idée générale, c'est quoi, en fait, c'est quoi l'idée d'une organisation? Alors, l'idée générale, derrière toute organisation, c'est la coopération. Alors, personne ne peut atteindre les objectifs seul. Donc, on doit toujours coopérer entre nous pour réaliser un but. On répartit généralement les rôles, les tâches et on coordonne les efforts pour être plus efficace. L'organisation doit aussi s'adapter parce que généralement tout change, que ce soit la technologie, les clients, la société, etc. Donc, une organisation performante est une organisation qui sait coordonner, répartir et surtout s'adapter aux performances, et s'adapter aux changements, s'adapter aux nouvelles technologies, etc. Ça veut dire il faut toujours être, évolutif et non et ماشي كانت كاينة une invitation. Ok. Donc il faut toujours être évolutif et on essaye toujours à s'adapter au changement. Alors dans une organisation, donc tout le monde euh, tout le monde n'est pas pareil, d'accord? Ça veut dire que on distingue ou bien on se distingue par notre rôle. Donc nous avons ce qu'on appelle un chef, par exemple, un chef d'organisation, les membres, les ingénieurs, les techniciens, etc.
On se distingue également par notre expérience. Donc, on n'a pas la même expérience généralement dans une organisation par rapport à notre compétence, par rapport à notre personnalité également, et aussi par rapport à notre, par exemple, position dans la hiérarchie. Donc, généralement, on a une hiérarchie dans une organisation. Alors, certains dirigent, qui sont les dirigeants ou bien les directeurs ou bien les sous-directeurs, d'autres exécutent et d'autres analysent. Donc, nous avons nous avons par exemple ceux qui exécutent les tâches ou exécutent les processus. Nous avons aussi des analystes qui font l'analyse pour prédire des tendances ou autres. Et bien sûr, nous avons les dirigeants, les dirigeants. Donc, c'est les personnes qui sont censées de diriger un projet ou bien diriger une organisation, etc. Alors, cette diversité permet de faire fonctionner l'organisation. Donc, chacun apporte une valeur différente. Alors, l'important, c'est que ces différences deviennent une force et non une seule ou bien une source de conflit. Ça veut dire, si je vais, ou bien si j'ai plusieurs profils, j'ai plusieurs personnes, chacun à ses propres tâches. Donc, normalement, cette différence représente une force pour notre travail, pour notre but et pour notre organisation qui permettent de compléter les tâches, d'échanger des idées, d'aider, de collaborer entre les personnes. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Alors voilà, donc en ce qui concerne la collaboration, alors pour que l'organisation marche, il faut que les individus collaborent. Donc on doit collaborer entre les individus pour réaliser les tâches, pour réaliser le but de ce travail. Alors comment on collabore entre les individus? Donc d'abord, grâce à des objectifs communs. Alors, tout le monde doit savoir où on va. Quels sont nos objectifs? Ensuite, grâce à une communication claire à travers des réunions, les échanges par des emails, des messages, des outils numériques, des outils pour la gestion des projets en ligne, des meets, des rendez-vous, etc. Et enfin, grâce à des outils comme les logiciels de gestion. Donc, on a ce qu'on appelle des logiciels de gestion de projet qui consistent à faire une collaboration entre les individus. Par exemple, les plateformes de partage, par exemple GitHub, on peut par exemple dater nos programmes ou là, nos travaux à travers l'utilisation de GitHub. Nous avons aussi la messagerie, etc. Alors, il faut savoir que sans collaboration, chacun travaille dans son propre coin et l'organisation devient lente, inefficace et conflictuelle. Ça veut dire qu'il faut toujours collaborer entre les personnes pour réaliser le but final de cette organisation. Voilà. Donc, en ce qui concerne les caractéristiques d'une organisation, donc une organisation généralement possède plusieurs caractéristiques essentielles. Nous avons une finalité. Donc, la finalité consiste à répondre à la question pourquoi cette organisation existe. Donc, quelle est la finalité de notre organisation? Nous avons aussi ce qu'on appelle une structure. Ça veut dire comment elle est organisée, qui décide et qui exécute. Donc, il y a la structure hiérarchique d'une organisation. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des coordinations. Donc, comment les tâches sont reliées entre elles, c'est-à-dire les tâches
qui doivent être effectuées par les individus, par exemple. Nous avons aussi ce qu'on appelle les ressources. Donc, quelles sont nos ressources, que ce soit ressources humaines, financières, matérielles, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle les relations humaines. Donc, les relations humaines, ce sont les interactions entre les personnes. Nous avons aussi l'environnement. Donc, l'environnement, tout ce qui est influence l'organisation de l'extérieur. Donc, ces éléments, généralement, fonctionnent ensemble. Ça veut dire on doit avoir toujours ces éléments qui caractérisent une organisation. Donc, si un élément change, tout peut être affecté et changé par la suite. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la différence entre organisation et système? Lorsqu'on dit, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je peux nommer une organisation par un système? Et est-ce que l'inverse est aussi correct? Alors, souvent, ou bien une organisation généralement, c'est un groupe humain structuré. Elle est organisée. Donc, organisée, ça veut dire ordonnée. Donc, une organisation est un groupe humain structuré et ordonné, comme une entreprise, une école, un système. Pardon, comme une entreprise ou bien une école. Donc, une organisation, c'est un environnement structuré, organisé en utilisant des processus. Par contre, un système, c'est quoi un système? En fait, un système est plus large qu'une organisation. Il se représente par un ensemble d'éléments qui interagissent pour fonctionner. Par exemple, si je prends l'exemple, le système économique contient la banque, l'entreprise et le consommateur. Donc, c'est tout un système qui regroupe plusieurs organisations pour être fonctionné. Nous avons par exemple aussi le système de santé. Donc, le système de santé contient les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens, etc. Donc, une organisation fait partie d'un grand système. Alors, un système peut contenir un ou plusieurs organisations. Donc, le système est plus grand qu'une organisation. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Donc, par exemple, pour la finalité, donc la finalité d'une organisation, donc une organisation a une finalité spécifique et concrète, souvent définie par des objectifs mesurables. Par exemple, je veux maximiser le profit, je veux fournir des services publics, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je veux par exemple produire un produit, je veux réaliser des ventes, etc. Par contre, la finalité d'un système est souvent liée à l'équilibre ou bien au fonctionnement global. Par exemple, le système nerveux régule le corps humain et un système informatique traite des données. Donc, pour réaliser un système, il faut utiliser plusieurs organisations. Euh, Donc, nous avons, par exemple, l'évolution et l'adaptabilité. Donc, pour une organisation, donc les organisations généralement s'adaptent au changement de leur environnement. Donc, c'est ce que j'ai expliqué déjà. Donc, si vous voulez un résumé,
Donc, la différence entre organisation et système, donc une organisation, c'est une entité spécifique et structurée visant à atteindre des objectifs précis. Alors que un système, c'est un ensemble global d'éléments interconnectés entre eux et orientés vers une fonction ou bien un équilibre général qui utilise des organisations justement. Alors, organisation et système généralement sont complémentaires. Une organisation peut être vue comme un élément d'un système plus vaste et un système peut avoir plusieurs organisations qui se collaborent entre eux pour un équilibre général. Maintenant, on va voir, euh, on va voir la force, si vous voulez, la force en équilibre dynamique proposée par Michel Scott Martin. Alors, Michel Scott Martin, c'est un universitaire et un spécialiste reconnu dans le domaine de la gestion des systèmes d'information, de la stratégie d'entreprise et de la transformation numérique. Il a apporté des contributions significatives à la compréhension de la manière dont les organisations utilisent les technologies pour soutenir leur stratégie et s'adapter aux environnements changeants. Donc voilà, toujours c'est un Michel Scott Morton il a proposé ses idées sur l'organisation en tant qu'ensemble de forces en équilibre dynamique dans une organisation et sur l'impact des technologies sur les organisations dans les années 1980 et 1990. En particulier, il a livré un livre en 1991. Donc, ce livre analyse comment les entreprises, dans les années à venir, ça veut dire à partir de 1980, pardon, à partir de 1990, seraient transformées par l'intégration des technologies de l'information. Il a discuté également des concepts tels que l'alignement stratégique des technologies avec les objectifs organisationnels et la gestion du changement dans un environnement dynamique. Alors l'idée de l'organisation comme un ensemble de forces en équilibre dynamique, tel que décrit par Scott Morton, met l'accent sur la vision systématique et évolutive de l'organisation. Donc ici, l'idée principale, c'est que l'organisation représente un ensemble de forces en équilibre dynamique. Alors pour cela, en ce qui concerne les points qui permettent de représenter ce concept, alors Michel Scott Martin propose que l'organisation est comme un système. Alors, il considère l'organisation comme un système ouvert, c'est-à-dire qu'elle n'est pas isolée. Elle interagit constamment avec son environnement interne et externe. C'est pour cela qu'elle représente un ensemble de forces. Ça veut dire que elle a des interactions en interne plus des interactions en externe. Donc, c'est un système ouvert. Alors, système ouvert, c'est-à-dire que l'organisation échange des ressources, des informations et des influences avec son environnement, que ce soit en interne ou bien en externe. Et elle représente des forces interconnectées qui représentent les différentes parties de l'organisation, que ce soit ressources humaines, technologies, stratégiques, etc., qui sont interdépendantes et forment un ensemble cohérent. Ça veut dire qu'il faut toujours réaliser un certain type de collaboration. On doit toujours cohérer entre les ressources humaines, les ressources technologiques, la stratégie de travail, les processus
etc. Donc, cette interconnexion entre ces concepts représente les points forts. Alors, les forces en présence, c'est-à-dire dans une organisation, plusieurs forces sont en jeu et influencent son fonctionnement. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle les forces internes et on a ce qu'on appelle les forces externes dans une organisation. Pour les forces internes, se représentent par ressources humaines, qui sont les compétences, la motivation, la culture interne, la communication entre les employés, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle les ressources matérielles et financières, comme budget, infrastructure, les machines, etc. Nous avons ce qu'on appelle le processus. Donc, le processus représente le processus métier de cette organisation qui se traduit par les méthodes de travail, les organisations des tâches, l'exécution des tâches, l'enchaînement des tâches, etc. Maintenant, pour les forces externes, alors un client ou bien quelles sont les forces externes sont les éléments qui se trouvent en extérieur par rapport à l'organisation concernée, qui se représentent par les clients, les fournisseurs par exemple, qui se représentent également par les environnements économiques, sociaux, politiques, etc. Donc, ces forces sont en interaction constante. Nous avons aussi le troisième point qui se représente par l'équilibre dynamique. C'est-à-dire quoi maintenant l'équilibre dynamique? Donc ici, l'équilibre, il est dans une organisation, n'est pas statique, mais il est dynamique. Il faut adapter cette organisation et adapter cet équilibre. Alors l'organisation doit s'ajuster pour répondre aux changements de l'environnement et aux tensions internes. Ça veut dire une fois, il faut toujours s'adapter aux nouveaux changements, que ce soit les changements technologiques, que ce soit les changements financiers, etc. Par exemple, si une nouvelle technologie est introduite, cela peut perturber les processus existants qui par exemple, se représentent par des anciens processus. Alors ici, il faut toujours reconfigurer des ressources, des compétences, des processus pour être toujours à jour. Nous avons aussi le quatrième point qui se représente par l'importance du dynamisme. Alors, le concept de dynamisme implique que l'organisation doit toujours en mouvement, ou bien l'organisation est toujours en mouvement. Elle ne peut pas être figée sans risquer de devenir obsolète. Alors, il faut toujours échanger, augmenter les buts, être à jour, utiliser de nouvelles technologies, etc. Elle doit évoluer en permanence pour s'adapter aux changements externes et résoudre les déséquilibres internes, que ce soit par rapport aux conflits, etc. Le cinquième point consiste en l'intégration des composants organisationnels. Alors selon Scott Morton, donc l'équilibre dynamique repose sur l'intégration de plusieurs dimensions clés, qui sont la stratégie, la structure, les technologies, les personnes, ainsi que les processus. Donc ces composants doivent être allégés pour assurer la stabilité ainsi que l'efficacité de cette organisation en question. Sixièmement, nous avons ce qu'on appelle les implications pratiques, qui se représentent par le leadership, l'innovation et la résilience. Donc, c'est-à-dire ici, on doit toujours diriger ou bien préciser un leader pour
identifier les déséquilibres et répondre rapidement à nos besoins. Il faut aussi que l'organisation doit prendre en charge le changement tout en préserve ses bases solides. Donc toujours, on doit garder nos buts solides, mais avec ça, on doit être à jour en changeant les objectifs de cette organisation. Aussi, nous avons ce qu'on appelle la capacité de rebondir face à des perturbations externes ou bien internes. Donc ici, il faut toujours être capable de répondre aux problèmes, que ce soit en interne ou bien en externe de l'entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise technologique. Par exemple, quelles sont les forces en équilibre? Ensuite, les forces en équilibre dynamique. Alors, les forces en équilibre se représentent par les ingénieurs, qui représentent une force interne. Donc, ou bien un ingénieur généralement, cherche à innover constamment. Nous avons aussi les équilibres, les forces en équilibre qui se représentent par les forces externes, qui se représentent par exemple par les clients. Donc, un client demande un produit fiable et toujours, il faut répondre à ce besoin. Nous avons aussi le marché. Donc, il faut savoir que le marché évolue rapidement. Donc, se représente par une force externe, mais elle est dynamique, elle n'est pas stable. En ce qui concerne l'entreprise, alors l'entreprise doit équilibrer l'innovation avec la stabilité financière et la satisfaction des clients. Donc toujours, on a quelque chose de dynamique. Si un déséquilibre survient, par exemple un produit trop coûteux ou un retard technologique, alors ici, l'entreprise doit s'adapter rapidement pour restaurer l'équilibre. Pour conclure, l'organisation comme un ensemble de forces en équilibre dynamique proposé par Michel Scott Morton, donc, met en évidence que une organisation est un système vivant en interaction constante avec son environnement. L'équilibre doit être continuellement ajusté pour répondre aux changements. Également, le succès repose sur la capacité à gérer ce dynamisme en alignant la stratégie, la structure, les personnes, les processus ainsi que la technologie. On peut aussi discuter une organisation comme étant un moyen de communication. Donc, l'organisation peut être considérée comme un moyen de communication. Pourquoi? Parce qu'elle permet de structurer, de faciliter et d'encadrer les échanges d'informations au sein et à l'extérieur de l'entreprise. Donc, que ce soit en interne ou bien en externe. Alors, la communication est au cours du fonctionnement de toute organisation et sans une gestion efficace de cette communication, il serait difficile pour les individus et les équipes d'atteindre les objectifs collectifs ou bien les objectifs communs. Donc, toujours, il faut être, en collaboration avec les membres de l'organisation afin d'arriver aux objectifs de cette organisation. Voilà, donc nous avons aussi ce qu'on appelle la communication. Donc, nous avons plusieurs types de communication. Alors, donc, dans une organisation, la structure hiérarchique ou bien fonctionnelle détermine les canaux par lesquels l'information circule. Donc, cette structure crée un cadre dans lequel les informations sont transmises de manière formelle, selon des règles, bien sûr, et des procédures spécifiques. Donc, dans une organisation, la structure hiérarchique ou bien fonctionnelle détermine
ces canaux-là, nous avons ce qu'on appelle la communication verticale, qui se représente par la communication de la direction vers les employés et des employés vers la direction. C'est-à-dire, ce sera une communication verticale. Par contre, on a ce qu'on appelle la communication horizontale. Donc, la communication horizontale dans une organisation se représente par, ou bien elle est entre collègues ou bien départements du même niveau hiérarchique. Cela permet de coordonner les activités et de partager les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches. C'est-à-dire que pour la communication horizontale, nous avons ce qu'on appelle une hiérarchie. Et cette hiérarchie se représente par des niveaux. Ces niveaux-là sont enchaînés entre eux de haut en de bas. Alors, pour la communication horizontale, donc permet de coordonner les activités et partage les idées des personnes qui se trouvent dans le même niveau pour se collaborer. Généralement, si on parle de niveau, donc chaque niveau possède le même but ou bien la même finalité. Donc, on doit communiquer entre les mêmes personnes affectées à une tâche concernée. Nous avons aussi le concept d'une organisation est vu comme un moyen de communication. Donc, l'organisation peut être considérée comme un moyen de communication. Pourquoi? Parce qu'elle permet de structurer, de faciliter et d'encadrer les échanges d'informations au sein d'une organisation et à l'extérieur également. Maintenant, on a dit que dans une organisation, l'échange et la communication, c'est un point très important. Et nous avons deux façons pour se collaborer et se communiquer. Nous avons la communication verticale et nous avons la communication horizontale. Maintenant, on doit utiliser des outils. Donc, on doit utiliser des outils formels, si vous voulez, pour cette communication. Alors, l'organisation utilise divers outils pour faciliter la circulation de l'information et de la communication. Donc, par exemple, nous avons la communication verbale, c'est-à-dire en utilisant des dialogues entre les personnes, que ce soit par des réunions, on fait une réunion pour se communiquer verbalement, par exemple par des conférences, discussions face à face, etc. Nous avons ce qu'on appelle la communication écrite, donc par des rapports, par des emails, par des demandes, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle la communication par technologie de l'information. Donc, là, on doit utiliser la technologie de l'information telle que Internet, des plateformes de collaboration, des systèmes de gestion de projets, des messageries, etc. Donc, ces trois familles d'outils permettent de formaliser, d'archiver et de rendre accessible l'information pour tous les membres et dans un temps réel. En plus des outils de communication organisationnelle, nous avons ce qu'on appelle la culture organisation comme vecteur de communication. Alors, la culture d'une organisation influence fortement ses modes de communication. Elle détermine la manière dont les informations sont partagées. Ici, l'importance c'est la transparence ainsi que le niveau de formalité dans les échanges. Nous avons la culture de la communication ouverte et la culture de la communication formelle. Donc, on a une différence entre la communication ouverte et la communication formelle. Pour la communication ouverte, donc certaines organisations favorisent une communication fluide et informelle entre tous les niveaux hiérarchiques. Ça veut dire que la communication entre par exemple le, le niveau par exemple par exemple d'exécution ou bien des techniciens ou là, il peut se communiquer d'une manière ouverte avec les directeurs
Donc, on n'est pas besoin d'utiliser un type de communication formelle pour se communiquer avec son directeur. Donc, il peut communiquer d'une manière ouverte, soit en utilisant les techniques de messagerie ou bien par exemple, les réseaux sociaux, etc. Par contre, la communication formelle permet de faire les échanges plus structurés. Donc, on doit respecter quelques structures où chaque information doit passer par des canaux et des processus bien définis. Par exemple, si par exemple un technicien peut communiquer avec le directeur général, donc par exemple il doit passer par son chef d'équipe, ensuite le chef d'équipe communique le sous-directeur, etc., etc. Donc, on parle de communication formelle et ce n'est pas une communication ouverte. Alors, la culture créée ainsi si vous voulez, une atmosphère de confiance ou bien de distance, influençant la façon dont les informations circulent et sont reçues, que ce soit en temps réel ou bien après un certain temps. Le troisième point, c'est la coordination et la résolution de problèmes. Alors, l'un des rôles principaux de la communication dans une organisation, c'est bien de coordonner les efforts des individus et des équipes. Donc, une organisation bien structurée assure que les informations circulent de manière efficace entre les différents acteurs pour permettre une prise de décision rapide et efficace afin de résoudre des problèmes, bien sûr. Pour la gestion de projet, donc dans une équipe de projet, la communication est essentielle pour coordonner les tâches, définir les priorités et résoudre les conflits ou les malentendus. Nous avons aussi la rétroaction et l'ajustement. Donc, les retours d'informations permettent à l'organisation d'évaluer les actions et de les ajuster en temps réel pour améliorer la performance. Le quatrième point qui se consiste par la communication externe, donc on a ce qu'on appelle la communication interne qui se représente par la communication interne par rapport à l'organisation, et la communication externe, ça veut dire les relations de l'extérieur. Donc une organisation doit également bien sûr gérer sa communication vers l'extérieur pour construire son image, maintenir de bonnes relations avec des clients, des partenaires, etc. Alors, nous avons ce qu'on appelle la communication marketing et publicitaire. Donc, par exemple, pour la vente des produits, pour collaborer avec des entreprises, etc. Nous avons ce qu'on appelle la relation publique et gestion de la réputation. Donc, pour maintenir une image positive et gérer les crises de communication. Nous avons aussi ce qu'on appelle la relation avec les investisseurs. Donc, on doit avoir une communication pour communiquer les résultats financiers et les stratégies de notre entreprise. Le cinquième point consiste à la communication avec le levier d'engagement et de motivation. Alors, la communication ici joue un rôle très important et crucial dans l'engagement des employés. Donc, lorsque l'information est partagée de manière transparente et claire et qu'il y a une boucle de rétroaction constante, cela renforce la confiance des employés et leur engagement. Des informations régulières sur les progrès, les résultats et les attentes favorisent généralement un environnement où les employés se sont impliqués et motivés, bien sûr. Nous avons aussi la communication avec le leadership. Alors, un leadership ou bien un chef de projet ou bien un chef d'équipe efficace utilise la communication pour inspirer, guider et motiver surtout les membres de son équipe. Alors, en créant un environnement où les objectifs sont clairs et où les employés se sont généralement écoutés et compris.
En résumé, l'organisation représente un moyen de communication dans la mesure où elle structure et régule les échanges d'informations entre ses membres, favorise la coordination ainsi que la coopération et assure une communication efficace avec l'extérieur. Les moyens de communication organisationnelle facilitent les processus de décision, de collaboration ainsi que de résolution des problèmes, tout en renforçant l'engagement des employés et construisant, si vous voulez, l'image de l'entreprise par rapport à l'extérieur. Voilà, donc prochainement, on va entamer le deuxième chapitre qui consiste à l'historique des courants de pensée en organisation.